Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. La pluie tombait fine, presque timide, mais sans interruption, comme si le ciel lui-même hésitait à pleurer franchement. Paris était noyé dans un gris poisseux, cette lumière blafarde qui décolore les façades, gomme les visages et rend les ombres plus épaisses que les corps. Il était presque minuit quand Elias sortit de la bibliothèque universitaire, son sac chargé de manuels d'anatomie et de thermos à moitié vide. Il marchait vite, le col relevé, ses écouteurs dans les oreilles, diffusant une playlist de piano sombre. Une tentative de concentration qui virait à l'anesthésie mentale. Son esprit était embourbé dans les révisions, le stress et cette solitude sourde qu'on ne remarque qu'à la fin des journées trop longues. Il allait tourner dans la ruelle menant à son immeuble lorsqu'un reflet étrange, presque métallique, attira son œil. Sur le trottoir, juste sous le lampadaire cassé, une paire de lunettes. Rien d'extraordinaire à première vue. Monture noire, légèrement tordue, verre rond, sale, comme oublié depuis longtemps. Elias ralentit. Il hésita. Il n'était pas du genre à ramasser les objets perdus, encore moins en pleine nuit, encore moins à Paris. Mais quelque chose, dans la position des lunettes, lui donna une sensation bizarre, comme si elle l'attendait. Il regarda autour, de lui. Rue vide. Pas un bruit, un silence anormal, presque appuyé. Il s'accroupit, tendit la main et les ramassa. Les verres étaient en froid, mais pas mouillés, comme s'ils avaient échappé à la pluie. Il les retourna dans sa paume. À l'intérieur de la branche gauche, un nom gravé à peine lisible. A. Vasseur, qui perd encore des lunettes gravées, pensa-t-il. Puis, comme poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, il les mit sur son nez. Et tout changea. Le monde ne bascula pas. Il ne devint pas flou, ni fluo, ni déformé. Non, il se chargea, d'un poids invisible. Les couleurs semblaient en se ternir légèrement. Les contours, eux, devenaient plus nets, trop nets. Il regarda ses mains, sa peau. Il voyait les pores, chaque pli, chaque micro-tremblement. Le trottoir brillait d'une lueur presque sale. L'eau formait des filaments, comme des veines. La rue ne sonnait plus vide. Elle vibrait. Un bourdonnement grave, tout juste perceptible. Et puis, quelque chose d'autre. Quand il tourna la tête vers la vitrine du petit coiffeur fermé depuis des mois, il vit une scène qui ne pouvait pas être là. À travers le verre fendu, une silhouette. Un homme, debout, immobile. Son reflet dans la glace, mais pas dans la réalité. Il portait une veste sombre, les cheveux plaqués et du sang sur les mains. Elias retira les lunettes. Le reflet disparut. Il remit les lunettes. Le reflet réapparut. Il les enleva brusquement, le souffle court. Le froid l'envahit. Il recula d'un pas, le cœur battant comme une alarme. C'est une blague, un effet d'optique, une illusion, rien de plus. Il retourna chez lui, les lunettes dans la poche. Il se força à ne plus y penser, à classer cela comme une hallucination provoquée par la fatigue. Mais le soir même, il les reposa sur son bureau et il ne dormit pas. Le lendemain, Elias retourna sur place, poussé par une curiosité malsaine. Le coiffeur était toujours là, vide, fermé, abandonné. Il s'approcha de la vitrine. Rien. Il remit les lunettes. Le reflet était revenu. Cette fois, il voyait plus. L'homme se penchait. Une silhouette était à ses pieds, étendue, immobile, du rouge sur le carrelage, une lame dans la main. Elias recula brusquement, arracha les lunettes et se mit à courir. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas un rêve. C'était un souvenir, mais pas le sien. Les jours suivants furent pires. Chaque fois qu'il mettait les lunettes, une nouvelle scène apparaissait. Des morceaux épars, des lieux qu'il ne connaissait pas.
des bribes d'un crime. Toujours cet homme, le même dans des postures différentes. Parfois calme, parfois paniqué, parfois souriant. Et plus il les portait, plus Elias ressentait autre chose, de la tension dans ses épaules, des migraines, des sueurs froides, des souvenirs qui ne lui appartenaient pas, mais qui s'infiltraient. Un soir, il vit une adresse sur un panneau, derrière le reflet du meurtrier. Une adresse réelle. Il la nota, il hésita. Il aurait pu rendre les lunettes, les jeter, prévenir la police. Mais une partie de lui voulait comprendre. Une partie de lui ne pouvait plus s'arrêter, et il ne le savait pas encore. Mais ce n'était que le début. Elias n'avait pas dormi. Pas vraiment. Les heures s'étaient écoulées, comme dans une brume épaisse, faite de va-et-vient entre la veille et le cauchemar. Des images floues, du sang sur du carrelage, un homme en veste sombre, un miroir sale, toujours ce regard, celui d'un autre, qui semblait vivre dans ses propres yeux. Les lunettes étaient posées là, sur sa table de nuit, immobiles, inoffensives. Et pourtant, elles prenaient toute la place, dans l'espace, dans sa tête. Au petit matin, Elias s'assit au bord de son lit. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux. Il passa ses mains sur son visage, essuya la sueur, puis se leva. Il prit les lunettes, les observa longuement. Pas de mécanisme apparent, pas de lentilles étranges. Juste des lunettes. Il enleva les verres, les regarda à contre-jour. Ils étaient légèrement teintés, rien d'anormal. Mais il avait l'intuition très claire que ces objets ne fonctionnaient pas comme des lunettes, normales. Ce n'était pas une technologie, ce n'était pas un gadget, c'était autre chose. Il décida d'aller à l'adresse qu'il avait aperçue dans l'un des reflets. 12 rue Fontaine-Noire. Un nom qui n'existait pas dans sa mémoire, mais qui s'était inscrit en lettres rouges dans sa tête. La rue Fontaine-Noire était étroite, encaissée entre deux immeubles d'un autre temps. Une impasse, en vérité. Le genre d'endroit où le soleil ne s'aventure que rarement. Le numéro 12 était un immeuble délabré, abandonné depuis longtemps. Une porte métallique rouillée, entr'ouverte. Tags sur les murs, vitres brisées. Elias entra, à l'intérieur, l'odeur de renfermé, de moisissure et de poussière. Mais surtout, cette sensation. Comme un écho, il mit les lunettes. Et le monde se déforma légèrement. Pas visuellement, mais émotionnellement. La pièce se chargea d'un poids invisible. Les murs semblaient pleins, chargés. Un murmure s'installa, très bas. Une tension. Il monta les escaliers. Chaque marche grinçait. Une partie de lui voulait faire demi-tour, mais il ne le fit pas. Arrivé au 2e étage, il s'arrêta devant une porte à moitié ouverte. C'est là qu'il le vit. Le reflet. Dans le miroir fissuré d'un vieux placard, une scène se déroulait, mais pas dans le présent. Il vit l'homme, le même, en train de nettoyer un couteau, calmement, concentré. Derrière lui, sur le sol, un corps. Elias s'avança lentement jusqu'au miroir. Son propre reflet n'apparaissait pas. Seul l'homme et la pièce, comme elle était alors. Il vit les meubles, le tapis, les rideaux. Tout était intact dans ce reflet, alors que la pièce réelle était vide, ravagée, abandonnée. C'était une mémoire, ou un résidu. Il ne savait pas, mais c'était réel. Soudain, l'homme dans le reflet tourna légèrement la tête. Pas directement vers Elias, mais dans sa direction. Et pendant un court instant, leurs regards se croisèrent. Elias recula brutalement, les lunettes glissant de son nez. Il chuta sur le sol, haletant. Quand il remit les lunettes, le reflet avait disparu. De retour chez lui, Elias ne mangea pas, ne dormit pas. Il passa la journée sur Internet, à fouiller tous les recoins sombres de la ville, les vieux faits divers, les noms oubliés. Il finit par trouver un article daté de 1997 sur un certain Adrien Vasseur, psychiatre, résident du 12 rue Fontaine-Noire, disparu du jour au lendemain, soupçonné dans plusieurs affaires de disparition jamais élucidées. Soupçonné, mais jamais inculpé. Pas de corps, pas de preuves, juste une rumeur.
une présence, un psychiatre, qui aurait peut-être tué, et ses lunettes, maintenant entre les mains d'Elias. La nuit suivante, Elias tenta de résister, de ne pas les porter. Il les enferma dans un tiroir, il alla se coucher, il s'endormit, mais il rêva. Il rêva qu'il portait les lunettes. Dans savant. Le rêve, il se tenait devant un miroir, il se regardait. Mais ce n'était pas lui dans le reflet, c'était l'homme, Adrien Vasseur. Et il souriait, un sourire sans dents, sans émotion, juste, mécanique, comme s'il savait qu'il avait gagné. Elias se réveilla en sursaut, le souffle coupé et le tiroir était ouvert, les lunettes posées sur sa table de chevet. Elias comprit ce qu'il devait faire. Il prit une caméra, la fixa à un support, mettait les lunettes devant l'objectif, lançait l'enregistrement. S'il y avait vraiment quelque chose, il fallait en garder une trace. Il s'assit face à un miroir, lunettes sur le nez, et là, dans la glace. Il vit une nouvelle scène, encore une, mais inédite. Le même appartement, le même homme. Mais cette fois, il parlait. Pas à quelqu'un, à lui-même, comme s'il enregistrait un journal ou une confession. Elias tenta d'écouter. Il augmenta le volume. Les mots étaient embrouillés, vieux, étouffés par le temps. Mais il comprit un mot, très clairement, transmission. Puis un autre, héritage. Et enfin, un dernier, qui le glaça. Toi. Elias ôta les lunettes en tremblant. Il vérifia la vidéo. Aucune trace. La caméra n'avait rien filmé. Juste du vide, c'était dans sa tête. Ou dans le verre. Ou entre les deux. Les lunettes n'étaient pas des objets. Elles étaient un véhicule. Et Elias était déjà en route. Il pleuvait encore. Une pluie lente, continue. Presque calme. Le genre de pluie qui ne lave rien, mais qui creuse, goutte à goutte, dans la pierre et dans les esprits. Elias marchait sans parapluie. Depuis quelques jours, il n'était plus certain de ce qui était réel. Il avait noté dans un carnet tout ce qu'il avait vu, jour par jour, lunette par lunette. Les scènes, les visages, les voix. Mais voilà le problème. Les scènes devenaient floues et les voix familières. Et surtout, l'homme, celui qu'il voyait à chaque fois. L'homme du miroir, l'homme dans le sang. Celui que les journaux appelaient Adrien Vasseur. Mais quelque chose clochait. Il avait beau chercher, Elias ne trouvait aucune photo de cet homme. Pas, même un portrait dans les archives de la presse. Seulement des descriptions vagues, grand, calme, présence étrange. Aucun visage, aucune image, rien. C'était comme s'il n'avait jamais eu de traits, comme s'il était un fantôme. Elias retourna à la bibliothèque universitaire, cette fois, pas pour étudier, pour fouiller. Il avait obtenu l'accès aux archives judiciaires grâce à un contact dans la fac de droit, officieusement bien sûr. Il y passa des heures, le nez dans des dossiers jaunis, des procès-verbaux, des rapports psychiatriques confidentiels. Et enfin, il tomba sur un nom. Pauline Vasseur, sœur d'Adrien, psychologue, vivante. Dernier contact répertorié, 1999, dans une clinique psychiatrique privée, à Nanterre. Il copia l'adresse. Quelque chose lui disait qu'elle savait ce que les autres ignoraient, ou refusaient de croire. La clinique était blanche, propre, lisse, trop lisse, comme si l'on voulait cacher ce qu'elle contenait vraiment. Il se présenta comme un ancien étudiant en psychologie, travaillant sur une thèse sur la mémoire traumatique. Pauline Vasseur avait aujourd'hui 60 ans, cheveux gris tirés en chignon, yeux d'un bleu glacial, une femme droite, méfiante. Elle l'écouta, sans un mot. Puis, à la mention de son frère, son visage changea. Elle se pencha, le regard plus bas, presque murmurant. « Vous avez trouvé ces lunettes, n'est-ce pas ?» Elias ne répondit pas tout de suite. Puis, à voix basse, « Comment vous savez ?» Elle se redressa, droite comme une pierre. « Parce qu'il ne les a jamais perdues. Elles vous ont trouvé, un silence long. »« Je vois des choses, » dit Elias. « Des souvenirs, des scènes de crime, des images que je ne comprends pas. Et lui, toujours lui,
Pauline le regarda, les mâchoires crispées. « Ce que vous voyez, ce n'est pas lui. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle s'approcha un peu. « Ce ne sont pas des souvenirs, ce sont des empreintes mentales. Mon frère avait une maladie rare. Il était capable de projeter ce qu'il pensait, de manière très particulière. À travers ses lunettes, il a laissé des traces, comme des enregistrements, mais organiques. Et ce que vous voyez, ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a ressenti, ou ce qu'il voulait que vous ressentiez. » Elias sentit la nausée monter. « Vous voulez dire que je vois des choses fausses ? Je veux dire que vous voyez lui, pas la vérité. » Elle se leva, prête à partir. « Reposez-les, monsieur, ou vous ne saurez plus jamais si c'est vous ou lui. » Cette nuit-là, Elias rentra sans lumière. Il alluma une seule bougie, au centre de sa table. Il posa les lunettes devant lui. Il les regarda. Elles semblaient dormir. Il hésita longtemps. Puis, il les mit, et cette fois, il ne vit rien. Pas de scène, pas de reflet, pas de meurtre. Juste lui, dans le miroir. Mais pas vraiment. Son corps, oui, mais pas son visage. Son reflet n'avait pas de traits, pas de yeux, pas de bouche. Un ovale, lisse, vide, gris. Il recula, hurla, retira les lunettes, les jeta au sol. Le miroir redevint normal. Son visage revint. Il tremblait. Pas de froid, de peur. Il était en train de perdre pied, de se confondre avec quelque chose d'autre. Il retrouva un carnet dans la doublure de l'étui des lunettes. Un petit cahier noir, relié, griffonné d'eux. À notes anciennes, illisibles, mais au milieu. Un seul mot, écrit en grand, au feutre rouge. Successeur. Et juste en dessous, un dessin, un croquis très précis. Son visage, le sien. Avant même qu'il n'ait trouvé les lunettes. Elias se leva, recula jusqu'au mur. Il comprit. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une malédiction. C'était un passage. Il ne portait pas les lunettes, elle le portait. Il avait hésité toute la nuit. Les lunettes étaient là, sur la table. Calmes, immobiles. Mais Elias ne pouvait plus les ignorer. Le carnet retrouvé, celui qui contenait son visage dessiné bien avant leur rencontre, l'avait figé dans une certitude. Il n'était pas le premier, et s'il attendait trop, il ne serait peut-être plus jamais lui. Au petit matin, il fit son sac, lampe torche, appareil photo, carnet de notes, gants. Il réactiva une vieille appli de scan UV sur son téléphone, utilisée autrefois pour des expérimentations photos, un pressentiment, un instinct. Il avait trouvé une adresse griffonnée au fond du carnet, 7e étage, 45 bis, rue Lesage, un vieil immeuble du 20e. Il connaissait une zone en friche, squattée, aux façades rongées par le temps. Pas vraiment l'endroit où on s'installe pour y vivre longtemps, mais exactement l'endroit où un homme comme Adrien Vasseur aurait pu s'effacer. L'ascenseur était mort depuis des années. Les marches sentèrent le moisi, et plus il montait, plus l'air se faisait pesant. Comme si l'immeuble se souvenait. Le 7e étage était plongé dans une obscurité anormale. Les fenêtres étaient occultées par des planches clouées de l'intérieur. La porte du 45 bis était entr'ouverte. Elias sentit son cœur battre dans ses tempes. Il entra, et le monde bascula. L'intérieur de l'appartement était intact, mais pas intact dans le sens d'habiter. Intact comme figé. Tout était en place. La table dressée, une cigarette, consumée dans un cendrier, des photos sur les murs, un manteau sur le dossier d'une chaise. Comme si Adrien était parti juste avant qu'Elias n'entre. Mais plus il avançait, plus il voyait. Les détails, les décalages. Le calendrier affichait mars 1987. Tous les miroirs étaient recouverts de draps noirs. Et dans le salon, un mur entier était recouvert de photos d'yeux. Des dizaines, peut-être des centaines. Découpées dans des magazines, collées comme un hôtel. Et au centre, les lunettes. La même paire, sur une reproduction en grand, flanquée d'un titre écrit au feutre, « Transmission, le pont ». Elias mit les lunettes. Et aussitôt, la pièce changea. Non pas dans sa forme, mais dans sa présence.
Il entendit des murmures, des chuchotements collés à ses tempes. Tu regardes à travers lui. Ce n'est pas toi, Elias. Tu continues ce qu'il a commencé. Il avança lentement, jusqu'à une porte entr'ouverte. C'était la chambre, à l'intérieur. Un lit vide, un bureau couvert de carnets ouverts, des cassettes audio, numérotées, un magnétophone à bande. Il appuya sur lecture. La voix d'un homme, grave, posé, un murmure. « Si tu entends ça, c'est que tu es arrivé jusqu'ici. Tu as mis les lunettes. Tu as vu ce que j'ai laissé. Ce ne sont pas des souvenirs, ce sont des chemins. Je t'ai choisi, oui, mais tu peux refuser. Tu peux brûler ce lieu, me rejeter. Mais si tu restes, alors écoute-moi bien. À chaque porteur, je laisse un morceau, pas pour qu'il me succède, pour qu'il me complète. Tu es le dernier. » Elias arrêta la bande. Il tremblait. Il regarda autour de lui. Sur le mur d'en face, un cadre. Une photo en noir et blanc. Un homme debout. Flou. En manteau. Et il n'avait pas de visage. Une porte, au fond du couloir, blindée, fermée par 3 verrous rouillés. Elias força. Épaules, pieds, un cri. La porte céda. Derrière, un laboratoire mental. Des cartes mentales dessinées sur les murs. Des silhouettes, des photos de crânes, des cerveaux, tracés à la main. Un mot central, empreinte cognitive. Et sur une table, une deuxième paire de lunettes. Mais celle-là, différente. Monture dorée, verres opaques, scellés, avec une note manuscrite, en lettres tremblantes. Ne jamais les mettre. Pas sans fin. Elias sentit qu'il n'était plus seul dans la pièce. Pas physiquement, mentalement. Quelque chose se glissait en lui. Une pensée qui n'était pas sienne. Il se retourna brusquement. Rien. Mais une phrase résonna dans sa tête. Ce n'est pas en regardant qu'on voit, c'est en acceptant. Il quitta l'appartement précipitamment. Le souffle court, il revint la nuit avec un bidon d'essence. Il arrosa le sol, chaque mur, chaque meuble. Il jeta une allumette et il regarda le monde brûler. Mais avant, il avait pris les 2 paires, l'ancienne et la dorée, pas pour les garder, pour les confronter. Chez lui, il posa les 2 paires, sur son bureau, l'ancienne, celle qu'il portait depuis le début, et la nouvelle. Il sentit que quelque chose avait changé, pas dans les lunettes, en lui. Il n'était plus spectateur, il était en train de devenir un canal. Et bientôt, il le savait, il n'aurait plus à voir à travers Adrien, parce qu'Adrien verrait à travers lui. La pluie avait cessé depuis plusieurs jours. Paris s'était baigné d'un soleil hivernal, froid et trompeur. Le genre de lumière qui souligne chaque défaut, chaque fissure. Un soleil sans chaleur, comme un projecteur dans une salle d'interrogatoire. Elias ne sortait plus. Il avait fermé les rideaux, collé des serviettes sur les fenêtres, couvert les miroirs de son appartement, même celui de la salle de bain. Il avait retiré les piles des horloges, éteint son téléphone, coupé le courant. Seul restait un petit magnétophone à piles, récupéré dans l'appartement d'Adrien, et les 2 paires de lunettes, noires, dorées, toujours posées l'une à côté de l'autre, comme 2 versions d'un même secret. Tout avait commencé 3 jours plus tôt. D'abord un chuchotement, juste à la limite de l'audible, quelque chose comme un souffle, perçu sans qu'aucun mot ne soit identifiable. Puis, le lendemain, Elias entendit sa propre voix. Pas en pensée, en dehors de lui, dans la pièce, derrière lui, ou devant, impossible à localiser. « Tu vois, mais tu ne comprends pas. » Il se retourna. Rien. Le murmure revint, plus insistant. Il couvrait les sons du monde, comme une nappe sous les bruits, mit les lunettes noires. Et le silence tomba d'un coup. Pas l'absence de bruit, mais une autre forme de silence. Un silence habité. C'est là qu'il l'entendit pour la première fois. « Pourquoi résistes-tu » Une voix grave. Distincte, une voix dans sa tête, mais extérieure. Elle ne ressemblait à rien de connu. « Tu es prêt, tu portes déjà les souvenirs. Tu peux porter le reste. » Elias enleva les lunettes,
Le silence revint à la normale, mais la voix ne partit pas. Il décida de tester la réalité. Il alluma le magnétophone et parla. « Je suis Elias. Aujourd'hui, je vais tester la réalité, de ce que j'entends. » Il mit les lunettes. Silence. Puis, très clairement, « Tu n'es pas Elias. Tu n'es qu'un passage. L'oubli a besoin de corps. » Il retira les lunettes, les jeta contre le mur, puis réécouta l'enregistrement. Sa voix. Puis, autre chose. Faible, brouillée, mais présente. Il isola la bande, amplifia le volume, nettoya le fichier avec un « Ah, logiciel » et entendit « Le prochain est déjà en marche ». Il recula, la gorge nouée, il n'était pas fou. Ou alors, quelqu'un l'était avec lui. La nuit suivante, il se réveilla en sursaut. Il n'avait pas rêvé, il avait entendu. Quelqu'un chuchotait son prénom, juste à côté de son oreille. « Elias !» La pièce était noire, mais différente. Il alluma sa lampe torche, balaya les murs. Sur un mur blanc, il vit quelque chose d'écrit, en lettres tremblées, en noir, à la main. Le regard ne ment pas. Il toucha. La peinture était fraîche. Il était seul. Toutes les issues verrouillées, les rideaux cloués. Alors qui avait écrit, ou plutôt, à travers qui? Le lendemain, il mit à nouveau les lunettes. Il n'avait plus peur. Il n'avait plus d'autre choix. Les voix étaient là, clairement maintenant. Elles parlaient entre elles. Ou à lui. Il ne savait plus. Tu n'es pas le premier. Tu fais mieux qu'Anton. Adrien t'a ouvert. Tu es poreux. Elias prit son carnet, essaya d'écrire. Mais sa main ne lui obéissait plus. Elle traça seule, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Des mots, des symboles, une langue qu'il ne connaissait pas, puis, soudain, au milieu de la page. Regarde, à travers l'autre, il comprit. Les lunettes dorées, celles qu'il n'avait jamais osé porter. Elles étaient toujours là, intactes, poussiéreuses. Il les prit, les sentit vibrer. Il se souvint de l'avertissement sur la note. Ne jamais les mettre, pas sans fin. Mais quelle était la fin? Il les porta, et le monde s'éteignit. Plus de pièces, plus de murs, juste une salle blanche, infinie, un espace mental, et devant lui, Adrien, mais pas comme un homme, comme une forme humaine, une silhouette d'ombre, de lumière, de souvenirs condensés. Tu vois enfin, Elias essaya de parler. Sa voix ne sortait pas, mais Adrien comprenait sans mots. Tu n'as pas été choisi au hasard. Tu m'as appelé. Tu m'as réveillé. Des images défilèrent autour d'eux. Des meurtres, des regards, des corps. Des émotions intenses, indescriptibles. Et au centre de tout cela, le regard. À travers les verres, nous fusionnons. À travers toi, je reviens. À travers toi, je complète ce que j'ai commencé. Elias retira les lunettes dorées en hurlant. Il tomba à genoux, vomi, transpirant, tremblant. Il se regarda dans un petit miroir resté au sol. Et ce qu'il vit, ce n'était plus complètement lui. Ses yeux avaient changé. Quelque chose d'autre regardait depuis l'intérieur. La pluie était revenue, fine, persistante, d'un gris presque transparent, comme un souffle d'humidité entre les ruelles de la ville. Elias ne la sentait plus. Il marchait tête nue, les vêtements collés à la peau, les mains dans les poches, les pensées noyées. Il avait quitté l'appartement. Trop de voix, trop de murs griffonnés, trop de lui-même. Il avait besoin d'air, ou du moins d'un autre décor. Et puis il y avait cette lettre, glissée sous sa porte, sans nom, sans adresse d'expéditeur. Juste un mot, écrit au recto d'une photo d'archive. Je les ai portés. Viens, 17 rue de l'Ancre. C. Sur la photo, un homme en civil, cigarette au bec, regard perdu dans un dossier. Derrière lui, sur la table, les lunettes noires. Exactement les mêmes. 17. Rue de l'Ancre n'existait pas sur Google Maps, mais il la trouva dans un registre de la ville datant de 1972. Une ancienne ruelle désaffectée, coincée entre deux bâtiments industriels à l'abandon. Aucun panneau, juste un portail rouillé à demi ouvert, avec une sonnette débranchée
et un interphone hors d'usage. Il entra, à l'intérieur, un vieil entrepôt transformé en studio de fortune. Une table, 2 chaises, des piles de dossiers, une cafetière, en panne. Et lui, un homme d'environ 70 ans, grand, sec, la peau creusée par la fatigue et la mémoire. Une cicatrice lui traversait la tempe. Il portait une veste en cuir élimé et tenait une canne qu'il ne semblait pas vraiment utiliser. Elias leva les yeux. « Elias, c'est vous qui m'avez écrit ? Appelle-moi Costa, ex-commissaire, brigade criminelle, années 90. Et oui, j'ai porté ces foutues lunettes. » Silence, puis Costa ajouta, presque en murmurant, « Et j'ai bien failli ne jamais les enlever. » Il l'invita à s'asseoir, posa un gros dossier poussiéreux devant lui. 1997. Meurtres en série, non élucidés. Tous les indices désignaient un homme qu'on n'a jamais pu arrêter. Adrien Vasseur. Psychiatre. Génie. Monstre. Il n'a jamais été jugé. Il a disparu. On n'a retrouvé que ses lunettes. Elias murmura « Et vous les avez mises ?» Costa hocha lentement la tête. Je voulais comprendre. J'ai vu ce qu'il voulait que je voie. Des meurtres, des visages, mais aussi des absences, des choses en creux. Il ne laissait pas juste une trace. Il semait, il infectait. Elias sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Costa alluma une vieille lampe à huile, parce qu'il avait besoin d'un récepteur, d'un esprit poreux. Et toi, Elias, t'es une antenne. Silence. Costa ajouta. T'as vu les murs bouger ? T'as entendu ta voix ailleurs ? Elias acquiesça. Et t'as commencé à douter de ton reflet ? Oui. Alors t'es déjà trop loin, mais pas perdu. Pas encore. Costa se leva et sortit un classeur rouge, abîmé. Tu sais combien de gens les ont portés ? Il ouvrit. Des fiches, des visages, des dates, des annotations. 7. Toi, t'es le 8e. 3 sont morts. 2 sont internés. 1 a disparu. Moi, j'ai réussi à les enlever. Mais j'ai dû y laisser une partie de moi. Il tapa sa tempe du doigt. Je n'ai plus de rêve. Plus depuis 20 ans. J'ai tout laissé là-dedans. Lui, surtout. Et les autres ? Costa répondit, sombre. Ils ont continué ce qu'ils avaient commencé. Pas en le voulant. En étant lui, Elias serra les poings. Mais pourquoi ? À quoi ça sert ? À survivre. Adrien a trouvé le moyen de rester vivant dans la perception des autres. Il infecte les regards. Il devient un souvenir actif. Un écho qui ne meurt pas. Mais pourquoi moi ? Costa le fixa. Parce que t'es pas juste un réceptacle. T'es un créateur. Tu notes. Tu filmes. Tu archives. Adrien t'a choisi parce que t'es capable de le perpétuer, d'amplifier le signal. Elias se leva, tremblant. « Alors qu'est-ce que je fais ? Je les brûle ?» Costa secoua la tête. « Ça ne changera rien. Elles sont en toi maintenant. » Il s'approcha, posa une main sur l'épaule d'Elias. « Mais t'as encore une option. » Laquelle ? Tu l'affrontes. Tu retournes à la source, là où il a commencé. Pas l'appartement, pas les meurtres, le lieu mental, ce que les autres ont tous évité. Tu prends les lunettes dorées. Tu vas jusqu'au bout. Tu désactives ce qu'il a semé. Elias murmura « Ou je me perds complètement. » Costa sourit, triste. La vraie question, fiston, c'est pas si tu vas te perdre. C'est à qui ? Elias partit sans dire un mot. Sous la pluie, les 2 lunettes, dans sa poche, et une voix dans sa tête qui murmurait déjà « Reviens-moi ». Elias avait un nom. 2, en fait. Marouane Delcourt, Léna Rousseau. Des noms griffonnés à la hâte dans les notes de Costa. Les seuls survivants parmi les autres porteurs des lunettes. Les autres fiches étaient rayées en rouge, barrées de la mention « perdu »,« contaminé »,« inconnu ». Il hésita. La peur d'en savoir trop luttait avec l'obsession de tout comprendre. Et c'était cette dernière qu'il avait toujours gagnée. Il prit son carnet, les 2 paires de lunettes, une lampe frontale et un vieux magnétophone. Ce qu'il cherchait, ce n'était plus une preuve,
C'était un miroir, un reflet à travers ceux qui, eux aussi, avaient porté ce fardeau. Le foyer Saint-Didier, à Limoges par Marouane Delcourt, y vivait depuis 2006. Interné volontaire après ce qu'on avait appelé un délire mystique prolongé, il avait été déclaré sans danger, mais structurellement instable. Elias se fit passer pour un journaliste indépendant, écrivant un livre sur les visions collectives liées aux objets. Il ne savait pas si on le croirait, mais on le laissa entrer. Marouane avait 52 ans, il en paraissait 70. Yeux cernés, la peau tachetée, le dos voûté. Mais ses mains étaient intactes, calmes, propres. Et dès qu'il vit Elias, il murmura, sans même attendre qu'il parle. « Tu les as portés. Pas une question, un constat. » Elias hocha la tête. « Elle parle ?» Marouane leva les yeux, brillant. « Elle chuchote au début, ensuite elle chante, et puis elle hurle. Mais le pire, c'est quand elle se taise. » Elias s'assit, sortit le carnet. « Tu vois encore, Adrien. Je ne le vois pas, il est là, il est partout. Il est dans l'angle mort de ton œil. Tu le vois quand tu te détournes. Il est dans la lumière qui clignote. Il est l'interstice. Il serra ses mains. J'ai voulu les briser. Je les ai mises dans un feu. Elles ont fondu. Et le lendemain matin, elles étaient sur ma table de chevet, intactes, plus propres qu'avant. Elias sentait sa gorge se nouer. « Pourquoi tu n'as pas fui ?» Parce qu'on ne fuit pas un regard. On s'y perd, ou on devient le regard. Marouane se leva, sortit de sa poche une boîte minuscule, la tendit à Elias. « J'ai gardé ça. Pour le dernier. Tu es le dernier, non ?» Elias ouvrit la boîte. Un œil en verre, et sous l'œil, un mot gravé. Contamination. Léna Rousseau vivait recluse dans un ancien monastère reconverti en centre de retraite. Elle avait 41 ans. Mais elle vivait comme une vieille âme. Elle refusait toute photo, toute lumière artificielle. Elle écrivait avec des stylos-plumes, dormait dans une cellule monastique et ne parlait qu'à travers des lettres manuscrites. Elias dut attendre 3 jours pour la rencontrer. Elle arriva en silence, drapée dans un châle noir, le visage pâle, les yeux cernés, mais lucides. Étrangement calme, ils s'assirent dehors, face à la forêt. « Je sais ce que vous êtes venu chercher, » dit-elle. Des réponses. Alors vous êtes déjà perdu. Vous les avez encore. Non, je les ai rendues. Pas à un homme, à l'air. Je les ai dissoutes dans le vent. Vous voyez encore des choses? Je vois les couches du monde, comme des vitres superposées. Nous vivons sur la première. Adrien vit sur la deuxième, et parfois, il passe à la troisième, la plus fine. Celle qui permet de toucher sans être vu, Elias frissonna. Vous avez vu d'autres comme moi? Elle hocha la tête. J'ai vu le 4e mourir en se regardant dans un miroir. Le 5e est devenu aveugle volontairement. Moi, j'ai appris à détourner les yeux. Comment? En refusant le pouvoir, en refusant de voir plus, en redevenant humaine. Elle lui tendit un papier, un dessin à l'encre noire. Un œil fendu verticalement, comme un portail, et une phrase écrite dessous. Ce que tu regardes, te regarde aussi. Sur le chemin du retour, Elias sentit une présence, pas derrière lui. En lui, une voix familière, la sienne, mais plus lente, plus grave. Tu es le porteur parfait, tu es le canal sans fuite, tu es prêt. Il s'arrêta dans une station-service. En entrailles de panique, se regarda dans un miroir de toilette. Et cette fois, il se vit. Mais ce n'était pas que lui. Son visage était là, mais superposé à un autre. Celui d'un homme en blouse blanche, les yeux vides, les joues creusées. Adrien. Il se détourna. Mais la voix murmura encore. « Tu m'as trouvé. Maintenant, fini. » De retour chez lui, Elias alluma une seule bougie. Il sortit le carnet de Costa. Il l'ouvrit à la dernière page et découvrit un code. Une suite de lettres et de chiffres. Il comprit vite. Coordonnées GPS. Un lieu. En dehors. De la ville. Un dernier porteur. Le 9e.
Mais selon Costa, Elias était le 8e. Alors, qui est le 9e? La nuit était tombée sur la forêt. Elias avançait à travers les feuillages, une lampe frontale tremblante sur le front, son souffle court, les mains moites. Il suivait les coordonnées, une trace numérique, froide. Mais son corps, lui, sentait autre chose. Une tension, comme si la terre elle-même se souvenait. Les coordonnées indiquaient un lieu reculé dans le bois de Verrières. Une ancienne maison, abandonnée depuis plus de 20 ans. D'après les registres, elle appartenait à un certain docteur Gabriel Montrose, psychiatre, disparu en 1997. Aucune famille connue, Elias le connaissait. Il avait croisé ce nom dans un article, relié à Adrien Vasseur. Montrose avait été le superviseur d'Adrien lors de son internat psychiatrique. Le premier à détecter son potentiel et ses dérives. Il arriva devant la maison, une bâtisse, basse, aux volets clos, envahie par les ronces. L'air était plus froid ici, comme si l'endroit repoussait le temps. Elias força la porte. Elle céda sans bruit. À l'intérieur, une odeur d'humidité, de bois pourri et quelque chose d'acide, comme une mémoire toxique. La maison n'était pas vide. Elle était arrêtée, comme figée au milieu d'une scène, des carnets ouverts sur les tables, des cassettes audio empilées, des murs recouverts de schémas. Au centre du salon, une chaise tournée vers un écran cathodique. Éteint, Elias s'approcha. Et là, sur la table basse, une photo. 3 hommes en blouse blanche. L'un d'eux, jeune, en retrait, les mains dans les poches. Adrien, à sa droite, Montrose, et à gauche, Elias sentit le sang se retirer de ses veines. Costa plus jeune, mais c'était lui. Il retourna la photo. Au dos, écrit à la main. Projet 0.8. Transfert mémoire. Test final. Porteur sélectionné. Adrien. Costa. Le dernier nom était effacé. Gratté jusqu'au papier. Le magnétophone Elias trouva un vieil appareil encore fonctionnel. Une cassette était déjà dedans. Il appuya sur lecture. Une voix. Une voix qu'il ne connaissait pas. Journal du docteur Montrose. 17 octobre 1996. Le projet avance. Adrien est fascinant. Il ne pense pas en mémoire. Il pense en couche. Il enregistre avec ses sens. Il transmet à travers l'objet. Les lunettes ne sont pas le support. Elles sont le détonateur. Mais quelque chose cloche. Depuis que Costa a mis les lunettes, il n'est plus le même. Et Adrien le regarde. D'un œil nouveau. Je commence à croire que ce projet n'est pas ce que je pensais diriger. Peut-être suis-je devenu un sujet. Clic. Silence. Puis, si vous entendez ça, c'est que vous êtes déjà trop près. Éloignez-vous. Ou regardez jusqu'au bout. Mais sachez ceci. Ce que vous voyez est peut-être exactement ce qu'il veut que vous voyiez. Elias monta à l'étage. Une pièce. Fermée. Une lumière sous la porte. Il poussa. Et là, assis dans un fauteuil, vêtu d'un peignoir gris, les cheveux blancs en désordre, le regard fixe, Montrose. Vivant, ou quelque chose comme ça. Il tourna lentement la tête vers Elias. « Vous êtes le dernier ?» demanda-t-il. Elias ne sut que répondre. « Vous êtes Montrose ? Je l'étais. Je suis le résidu d'un homme, d'un test, d'une erreur. » Il leva une main tremblante. Les lunettes ne montrent pas la vérité. Elles montrent le besoin, celui d'un esprit en fuite, d'une mémoire en boucle. Adrien n'a jamais voulu transmettre. Il voulait s'échapper. Et toi, tu es sa sortie. Elias fit un pas en arrière. Vous mentez, Costa. Il m'a dit, Costa est le vrai porteur, le premier à fusionner. Adrien n'est plus en toi. Il est en lui. Mais, alors pourquoi moi ? Montrose sourit. Un sourire lent, douloureux. Parce que tu es l'oubli, le vide parfait, le seul capable de rétablir l'équilibre, ou de rompre le dernier verrou. Il tendit un objet à Elias, une paire de lunettes, dorées, mais cette fois, craquelées, et au creux des verres, gravées, regardant toi. Elias prit les lunettes, les serra, ferma les yeux.
Quand il les ouvrit, Montrose avait disparu. La pièce était vide, juste la chaise, et son propre reflet dans une glace fendue. Un reflet qui souriait, alors qu'il, Elias, ne souriait pas. Le monde était devenu flou. Pas flou comme un mauvais rêve, flou comme un souvenir qu'on n'arrive plus à localiser dans le temps. Elias était rentré chez lui, ou du moins ce qu'il croyait être chez lui. Les murs avaient changé de couleur, ou peut-être étaient-ce ses yeux. Les meubles semblaient déplacés, les objets orientés vers lui, comme si l'espace entier avait conscience de sa présence, comme si tout le lieu retenait son souffle. Il posa les lunettes craquelées sur la table, à côté les lunettes noires, et les dorées, intactes. 3 objets, 3 portes, et une seule question. À travers quels yeux veux-tu voir le monde? Sur sa table, un papier plié. Il ne se souvenait pas l'avoir écrit, ni l'avoir reçu, mais c'était bien son écriture, une phrase unique. Il ne reste plus que toi. Il l'a lu, puis relu, et quelque chose en lui comprit. Ce n'était plus une enquête, ni un jeu de pistes, c'était un passage, une initiation. Elias s'assit en tailleur sur le sol, devant lui, les lunettes. 3, comme un triptyque. Il prit une grande inspiration et mit les lunettes dorées, celles offertes par Montrose, celles qu'il avait déjà vues dans ses visions, celles qui portèrent la gravure. « Regarde en toi », le monde bascula. Il se retrouva dans un espace blanc, infini, comme un cerveau vidé, lavé, prêt à être réécrit. Autour de lui, les souvenirs flottaient, mais pas les siens. Un enfant pleurant sous un bureau, une femme criant, la main ensanglantée, un homme suspendu à une corde invisible, les yeux ouverts, calme. Et au centre de tout cela, Adrien, assis, les mains croisées, le regard posé sur Elias. « Tu es enfin là, dit-il. « Tu n'existes plus, répondit Elias. Adrien sourit. « Je suis ce que tu refuses de voir, ce que tu portes en silence. Tu m'as regardé si longtemps que tu m'as laissé entrer. Je vais t'effacer, dit Elias, ou me devenir. » Silence. Adrien se leva. Il fit un pas vers Elias. « Tu as 3 options, Elias. » Il tendit la main gauche, une clé. « Tu ouvres la porte, tu me laisses passer. Tu deviens le nouveau regard, le relais. Tu existes à travers moi. » Il tendit la main droite, une lame. « Tu coupes le lien, tu perds tout. Tes souvenirs, ta voix, ton nom. Tu survis, mais sans mémoire. Un homme vide est devant lui, sur le sol. Un miroir, fêlé, vivant. Tu regardes, tu assumes. Tu acceptes que nous ne sommes pas 2, mais 1. Et tu continues, tu vis. Mais en sachant que tu es lui, autant qu'il est toi. Elias tremblait. Pourquoi? Pourquoi moi? Adrien s'effaça dans la lumière, et une voix résonna dans le vide, parce que tu as voulu voir, et personne ne regarde impunément. Elias se réveilla en sueur, au centre de sa pièce. Devant lui, les 3 objets étaient là. La clé, la lame, le miroir. Il ferma les yeux. Le monde entier tenait dans ce choix. Il se leva, avança vers le miroir, se regarda, il vit Adrien, puis lui, puis un mélange, et il murmura « Je ne te détruirai pas, je ne te nierai pas. » Il prit la lame et entailla sa main, le sang coula, rouge, réel. « Tu seras en moi, mais je déciderai de ce que je montre, de ce que je retiens. » Il écrivit avec son sang, sur le miroir, « Je suis le filtre », et derrière son reflet, Adrien souriait. Pas de triomphe, pas de défaite, juste un accord, une cohabitation. Elias se réveilla dans un lit d'hôpital. Une infirmière l'observait. « Vous avez eu une forte crise dissociative, monsieur Delcourt. Vous avez été retrouvé dans un vieil entrepôt, inconscient. » Il ne répondit pas. Il regarda ses mains. Pas de blessure, pas de sang. Sur la table de chevet, aucune lunette, mais dans le miroir au mur,
un regard double. La pluie avait cessé depuis plusieurs jours, mais le monde gardait une brume étrange, comme si les gouttes continuaient de tomber, invisibles, à l'intérieur des choses. Élias marchait dans la ville. Les passants ne le regardaient pas. Il ne cherchait plus à se cacher. Il n'avait pas retrouvé ses lunettes. Mais il n'en avait plus besoin. Il voyait. Les objets avaient des souvenirs. Un banc affichait une dispute. Une porte vibrait d'un secret. Un passant portait un regret en boucle, collé à son épaule comme une brûlure. Élias les voyait tous, pas clairement, pas comme des images, comme des empreintes, des chuchotements sur la peau des choses. Il n'était plus tout à fait lui, mais il n'était pas Adrien non plus. Il était le regard. Il retourna voir Costa, ou plutôt l'endroit où il l'avait vu. L'entrepôt était vide, les dossiers avaient disparu, la chaise renversée, le magnétophone détruit. Au sol, dans un coin, une paire de lunettes, cassées, mais les verres, intacts, Élias les toucha. Rien ne se produisit. Il se regarda dans un miroir brisé au mur. Il vit personne. Pas de reflet, pas de double, juste l'espace entre deux battements de paupières. Il retourna chez lui, s'assit à sa table et commença à écrire. Pas pour lui, pour le prochain. Un carnet noir, vierge. Titre, les lunettes du meurtrier. Il y mit tout. Les noms, les lieux, les scènes, Marouane, Léna, Montrose, Costa, Adrien, et lui, Élias. Il ajouta une dernière page, un mot. Si tu lis ceci, c'est que tu les as trouvés. Tu veux comprendre. Mais fais attention. Ce que tu regardes, te regarde aussi. Il mit le carnet dans une enveloppe, ajouta une paire de lunettes noires et déposa le tout sur un banc, sous un abribus. Une pluie fine reprenait. Jeune homme s'y abrita quelques minutes plus tard. Il vit l'enveloppe, l'ouvrit et lut. Regarde. Il mit les lunettes et sourit, sans le vouloir. Quelque chose s'ouvrait. Quelqu'un prend une photo. Un banc, un jeune homme, une paire de lunettes noires. Et derrière lui, flou, en reflet sur la vitre de l'abribus, Élias ou Adrien ou quelqu'un entre les deux. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas un homme, c'est un regard. Et il attend toujours. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.